Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Je suis heureux de vous revoir pour une sortie particulièrement attendue, Horizon du Moderne 3, qui risque de bien bousculer les formats éternels compétitifs. Ici Ragun, et nous sommes là pour parler d'un set plein de pépites et de références, en continuant avec ce top consacré aux cartes pour le main deck, pour le duel Commandeur. Si en Commandeur, le blanc n'avait pas brillé, c'est tout le contraire pour le duel Commandeur, qui gagne des powerplays assez sympathiques. La bande d'Asolo, ce chat 1-1 initiative lien de vie pour seulement un mana blanc, est une créature qui possède également l'agrément de la cité. Pour les moins familiers, c'est-à-dire qu'on gagne cet agrément dès que l'on contrôle 10 permanents, dont la bande. À notre étape de fin, si on a gagné des points de vie pendant le tour, on crée alors des jetons 1-1 chat. Puis, si on a l'agrément de la cité, on copie tous les jetons qui sont arrivés sous notre contrôle ce tour-ci. Effet boule de neige, bonjour. Toute seule, la créature est plutôt cool, qui tue vite. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, ça tue en 6 tours si pas géré. C'est plus rapide qu'un sondeur de secret, et le lien de vie n'enlève rien. Alors bien sûr, il n'a pas d'évasion, mais il a du potentiel. Les jeux blancs et noirs lien de vie comme Karlov vont l'adorer, tout comme Emara. L'autre pack qui lui trouvera certainement une place, c'est Ajani, tout simplement. Sa maison est aggro clairement, peut-être tempo. Le guide des âmes est un excellent effet Soul Sister. Quand une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie et une énergie. Et quand vous attaquez, vous pouvez payer 3 énergies pour mettre 2 marqueurs +1/+1 et un marqueur vol sur une créature qui devient en plus un ange. Il brillera dans les mêmes packs que la bande d'Asolo. L'Enchantresse Envoûteuse est une carte double face. D'un côté, terrain produisant du blanc et arrivant dégagé si on paye 3 points de vie. De l'autre, c'est une humaine psychacog, 2/2 pour 4 mana dont un blanc. Quand elle entre sur le champ de bataille, elle détruit un enchantement ou un artefact qu'un adversaire contrôle. Un ajout très facile et flexible pour énormément de packs bicolores blancs et plus encore pour les monocolores. Un des probables très bons ajouts pour les packs aggro blancs, c'est le flamboiement de fortitude qui peut se jouer en sacrifiant une créature non jeton blanche à la place de son coup de mana. Jusqu'à la fin du tour, il donne l'indestructible et la défense talismanique à nos permanents, en plus d'empêcher nos points de vie de changer. Un très bon tricks de combat, peu importe le tour. Comme le reste de ce cycle, les flamboiements brilleront d'autant plus que leur coût alternatif sera compensé par la synergie avec un deck qui appréciera sacrifier une bête pour une raison ou une autre. Félia, bergère exubérante, est une 2/2 légendaire chien avec le flash pour seulement 2 mana. Chaque fois qu'elle attaque, elle exile jusqu'à un autre permanent non terrain qui revient en jeu à la fin du tour. Si il revient chez nous, on met alors un marqueur +1/+1 sur Félia. Capable de retirer des bloqueurs embêtants ou d'abuser des effets d'arrivée en jeu de cartes comme l'apparition du Fort Céleste et bien d'autres, la bergère a toutes ses chances dans des decks aggro à midrange du duel Commandeur. Speltepat, voix de l'impératrice, pourrait apprécier ce double ajout qu'est l'ombre de chien et oreille de perle, conseillère impériale, qui sont les nouveaux joujoux des stratégies Boggle. Une aura flash qui empêche d'attaquer ou de défendre sur les bêtes adverses, ou qui nous donne l'armure d'ombre pour prévenir la destruction de son porteur, tout ça pour un modeste coût de 1 mana incolore et de 1 mana blanc. La renarde légendaire 3/4 est également très appréciable. Elle a le lien de vie et facilite le lancement d'enchantements en leur donnant l'affinité pour les auras et récompense le lancement de ces derniers en faisant piocher lorsqu'ils ciblent un permanent modifié que l'on contrôle. Je vous ai cité les très bonnes cartes pour le blanc, mais il y a aussi quelques cartes que je qualifierais de peut-être et un peu en dessous ou manque de synergie en singleton ou alors très situationnel. On passe au bleu et on va directement dans le dur. L'Annonciateur des mers est un mage de la lune en version bleue. Londin et sorcier coûtent 3 mana dont 2 bleus et possèdent les mêmes forces et endurance que le mage. Pièce de haine envers les packs très colorés, on ne vous apprend rien, attaquer la mana base, c'est fort. Parfait pour un pack tempo très bleu, on aura aussi envie de le jouer dans certains decks contrôle, mais son statut de créature le rend normalement plus facile à gérer et moins adapté à cette deuxième stratégie. Néanmoins, il coupera probablement les couleurs de gestion de vos adversaires s'il touche la table et que ne garde pas de gestion en éphémère. Les parties en duel Commandeur deviennent assez rapides et les piochures parfois complexes à placer.
Parfois 4 mana c'est un tout petit peu cher. Alors quand Wizards édite un piocheur à 3 mana en éphémère, on lui dit merci. Celui-ci va vous faire piocher 4, puis mettre 2 cartes de la main au-dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Il voit loin, un peu à la manière d'un remue-ménage, et profite des effets de mélange de la bibliothèque, comme avec des fetch réédités ici dans cette extension. Comme son copain blanc, le flamboiement de Déni verra du jeu. Contresort pour 3 mana, c'est un bon vieux révocation qui peut se lancer sans en dépenser, à condition de sacrifier une créature non jeton, on le rappelle. Il aura totalement sa place dans Erta est revenu à la vie pour le sacrifier, lui ou un sinistre concierge par exemple, mais il sera très probablement testé dans des jeux plus de tempo. Maintenant je vous présente la Sérénade de Strix. Ce petit contre pour 1 bleu a beaucoup de potentiel dans tempo. Il contre un artefact, une créature ou un Planeswalker en échange d'un oiseau 2-2 vol pour le contrôleur de la cible. Si dans contrôle la 2-2 peut être pénalisante, et encore que, dans tempo elle est très mitigée par la présence de nos bêtes pour peu qu'elle soit assez bien statée. Que va faire ce jeton face à un bon vieux Tarmogoyf ou une Sphelunne? Le dracon d'orage volatile est assez intriguant je trouve. Ce 3-2 vole pour 2 mana à la défense talismanique contre les capacités activées ou déclenchées. Et il fonctionne de manière similaire à son ancêtre le dracon clinquant. En arrivant en jeu, on doit l'échanger contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Mais cette fois, on ne sacrifie pas le dracon si on ne peut pas. En revanche, si on peut, on gagne 4 énergies et on doit en dépenser autant que la valeur de mana de la créature nouvellement acquise. Moins fort face à Réanimator ou des bêtes plus chères telles que le Défileur du Chaos, il est néanmoins bien moins mort en main de départ face à contrôle. C'est une carte qui dépendra de la méta, mais qui a ses atouts. Le spécimen hydroélectrique risque de voir des tests. D'un côté, un terrain bleu qui arrive dégagé pour 3 points de vie, et de l'autre, c'est une anomalie pour 3 mana. Un 4 flash qui redirige un éphémère ou un rituel sur lui en arrivant sur le champ de bataille. L'opportunité est trop belle pour un risque dans la mana base plutôt bas, même topo que pour sombrer dans la stupeur, qui renvoie un sort ou un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Des cartes qui vont régulièrement faire débat, mais en duel commander, c'est ce genre de choses qu'on apprécie. Ce petit ondin et sorcier 1-1, qu'est le Briseflot Triton, est une créature enchantement pour 1 mana bleu. Il a la prouesse et un coup de grâce de 2 mana dont 1 mana bleu. Et pour ce coup, il enchante une bête et va lui donner +1/+1 et la prouesse. C'est très envisageable pour les quelques aggro bleus du format, tels que Balmor, capitaine mage de bataille, ou même Wilson, Grizzly raffiné. On passe au noir et on commence avec un passe-partout. Charieuse Bogart est une Goblin 3-1 pour 3 mana qui exile le cimetière en arrivant en jeu. Comme les précédentes cartes double face, attendez-vous à la voir durant vos parties. Direction mono-noir contrôle aka Sheoldred l'Apocalypse actuellement. Corruption dévorante, c'est un éphémère pour 2 mana noirs qui inflige X blessures à une créature ou un Planeswalker et vous fait gagner X points de vie. X étant le nombre de marais que vous contrôlez. Un simple effet, mais très sympa pour mono noir, un deck qui manque cruellement de gestion de Planeswalker et qui apprécie grandement le gain de points de vie. Nécro-domination est une nécro-puissance qui a surtout l'avantage de bien synergiser avec Sheoldred. Passer son étape de pioche dans les 2 cas pour ensuite se goinfrer de cartes en échange de points de vie, c'est pas grand chose pour mono noir contrôle. Ici, vu que Nécro-domination fait piocher, on y gagne même des points de vie avec la fameuse Sheoldred. Alors, on y perd un peu de la taille de main, et s'il y a un vrai défaut à la carte, c'est celui-ci uniquement. L'exil sur le cimetière est plus anecdotique. Joli petit frère de cauchemar récurrent, on continue avec le cauchemar chtonien, l'enchantement qui coûte 2 mana et arrive avec 3 énergies. En payant X énergie et en sacrifiant une créature, on renvoie le cauchemar en main pour renvoyer une créature ciblée de notre cimetière en jeu qui vaut X, et ça en rituel. Un ajout potentiel pour des packs tels que Grist ou Fonge-Pied et Squee. Pour les mêmes packs, l'Empereur d'Os semble être une excellente addition. Ce squelette est noble, pour 2 mana, exile jusqu'à une carte d'un cimetière au début du combat de notre tour. Et pour 2 mana dont un noir, on l'adapte de 2, soit 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Et justement, à chaque fois qu'il prend un marqueur +1/+1, il réanime une créature qu'il a exilée avec la célérité et un marqueur fatalité qui exile la bête à ramener si elle doit mourir. Un bon coup de pression en plus de gérer partiellement le cimetière adverse. Petite star du noir, l'Inferno Golf a l'air excellent pour plusieurs archétypes.
Il fonctionne un peu comme le Tumulo Golf, qui lui aussi risque de bien voir du jeu. Les deux ont des forces et des endurances modulables. L'Inferno regarde le nombre de types de cartes différentes dans votre cimetière pour connaître sa force et son endurance, quand l'autre regarde les deux cimetières. Le premier coûte 1 mana noir et a l'échappée pour 3 mana dont 1 noir, et en exilant n'importe quel nombre de cartes ayant au moins 4 types parmi elles. Le deuxième coûte 3 mana en ayant le lien de vie et le contact mortel, et lorsqu'il inflige des blessures de combat à un joueur, il permet de se meuler d'autant de permanents et de récupérer une créature en main parmi les cartes ainsi meulées. Le Pteramandre d'Etherium et le Familier Rénové sont les deux ajouts sympathiques pour Affinité, et notamment Imskir, dont on a parlé dans la vidéo sur les généraux en Duel Commander pour cette édition. Je vous mets en haut à droite le lien pour retrouver cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Le Pteramandre est une créature artefact pour 1 noir, qui est une 1-1 avec le vol. Il ne peut bloquer que les créatures avec le vol, et s'adapte de 4 pour 7 mana dont 1 noir. Mais ce coût est réduit de 1 pour chaque artefact que l'on contrôle. Pratique au début pour monter son compte d'artefacts, mais peut également récompenser un champ de bataille plein d'artefacts. Le familier, lui, est une 2-1 vol pour 4 mana dont 1 noir, mais avec l'affinité pour les artefacts. Déjà bien staté, il demande aux adversaires de défausser une carte lorsqu'il arrive, et pour chaque adversaire qui ne peut pas le faire, on va piocher. 2 cartes très sympathiques que je m'attends à retrouver sur les tables de tournois Duel Commander. Parmi le cycle, c'est celui qui semble se compenser le plus facilement avec son coût alternatif, mais son coût de base me semble un peu cher. Le Flamboiement de Malice coûte 4 mana, mais est jouable sans mana en sacrifiant une créature non jeton noire. Il force chaque adversaire à sacrifier sa créature ou son Planeswalker avec la valeur de mana la plus élevée chez lui. C'est peut-être pour moi le moins bon du cycle avec le blanc. Pour finir avec le noir, parlons de cette Hôtel Phyrexian sur pattes. Le Marchand d'âme du Terrier est une 3-3 zombie, gobelin et sorcier. Elle permet de payer 1 point de vie et de sacrifier une autre créature pour créer un trésor. Effet très pratique pour les decks sacrifices qui manquent encore de temps pour se stabiliser en dehors de jurys qui pourraient apprécier cette bête. Même topo pour l'apprenti marionnettiste et le maraudeur maudit qui pourront remplir des cases manquantes dans ce genre de deck qui privilégie synergie à puissance brute. Ok, nous voilà à la moitié de la vidéo. C'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. Poursuivons maintenant sur le rouge. Le Raptor surexcité. Ça c'est solide pour aggro et certains midrange. Le format s'accélère, on l'a déjà dit, et par conséquent, les courbes de mana s'abaissent un peu. Alors ce 2-1 initiative pour 2 mana va vite se faire une place en Duel Commander, je pense. Sa force, en arrivant en jeu, il donne 2 énergies, et si on l'a lancé depuis notre main, on exile des cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à trouver une carte non-terrain, et on peut alors lancer la carte en dépensant des énergies plutôt que son coût de mana. Un très bon ajout pour Burn sans aucun doute. On continue avec l'affinité, qui a le droit à la fusion entre l'Argousin Myr et la Mitraine, qui est l'Argousin Batramyr. C'est une 4-4 créature artefact pour 7, qui a l'affinité pour les artefacts. Mais il peut aussi se lancer pour 4, dont un rouge, et alors 2-2, toujours avec l'affinité. Un excellent compromis, un poil moins bon en tant que Mitraine, mais ça ira. Le Flamboiement de Duplication est assez complexe à évaluer, mais il a un potentiel assez fort dans certains packs, notamment Burn ou Feldon, pour tester l'impact d'un sort doublé. On pense aussi à Rograk Storm, qui risque d'essayer ce nouveau jouet. Copier un précepteur diabolique me semble quand même assez sexy, il faut dire. Parlons maintenant de l'un, si ce n'est le meilleur anti-bet de l'édition. Pour 1 mana rouge, Décharge Galvanique est un éphémère qui donne 3 énergies, pour ensuite en dépenser plus ou moins et rediriger autant de blessures à une cible, créature ou planeswalker. Pour moi, ça rentre directement dans les builds de Marchesa, pourvoyeuse de mort. Une carte bienvenue pour les packs plus lents, rouges surtout, mais acceptable pour aggro, qui veut de meilleurs anti-bêtes, notamment si chercher un planeswalker devient important. Domino adore les tricks de combat.
et celui-ci à la fraction de seconde. Fracasser le siège propose de donner +3/+2 et piétinement à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour, ou de détruire un artefact. Souvent, Aggro Rouge manque de gestion sur des permanents gênants que peuvent être les Ferveldakan ou la Cosse de Gestation. On a donc bon espoir de voir cette carte dans de futurs tops. Tranche d'Ectofeu met à l'amende les effets carbonisés. 4 dégâts n'importe où pour 3 mana ici, et potentiellement un simple mana rouge si l'adversaire contrôle un permanent multicolore. C'est simple, rapide et efficace. Pyrogoyf, c'est le cavru langue de feu que tout joueur d'une avant-première Planeshift regrette. Comme un Tarmogoyf, sa force et son endurance dépendent des types de cartes dans les cimetières. Quand lui ou un autre Lurgolf arrive en jeu, l'arrivant colle des blessures égales à sa force à n'importe quelle cible. Une belle option pour les midrange du format. Une carte à voler des games. D'un côté, un terrain qui nous colle 3 points de vie si dégagés. De l'autre, Éruption morceleuse. Un rituel pour 3 qui détruit un terrain ciblé et son contrôleur peut aller chercher un terrain de base qui arrive engagé en échange. Bonus, les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Clairement, une carte de petit malin. Pas sûr que ça se joue chez tous les joueurs d'aggro, mais c'est clairement un moyen assez violent de fausser les calculs de l'adversaire. La dernière couleur, le vert et son flamboiement. Le flamboiement de culture est un rituel pour 3 dont 2 mana verts qui permet d'aller chercher 2 terrains de base et en mettre un en jeu engagé et l'autre dans notre main. En le voyant, je pense déjà très rapidement à des cartes telles que le Paisseur Arboricole ou un Pionnier Elfe, un ensemble de cartes qui va faire sourire Azusa, égarer mes enquêtes, à n'en point douter. Toujours pour la demoiselle, mais pour également toutes les stratégies de terrain, la Miko Engeance Féconde, 4 mana pour une 3/3. Quand vous lancez ce sort, cherchez un terrain et mettez-le en jeu. Oui, pas de restriction sur le terrain, et surtout pas engagé. Et quand vous lancez ce sort, vous pouvez le kicker en payant 2, et il exile alors un terrain ciblé. Si jamais vous comptez jouer un certain oiseau, mais également un pack qui joue sur les créatures et les terrains, le Nantuko Cœur de Printemps est fait pour vous. C'est une 1/1 pour 2 mana, qui a la grâce pour le même coup, en donnant +1/+1 à sa cible. Touche terre, les terrains arrivant en jeu vont permettre de créer des insectes 1/1, ou si il enchante une créature, on peut choisir de plutôt payer 2 mana pour copier celle-ci. 6, quant à lui, c'est le bon gars. 3 mana, la portée, 2 de force et 4 d'endurance. Posé, quand il attaque, on meule 3 cartes, et parmi elles, on peut récupérer un terrain en main. Bonus, tant que c'est notre tour, les permanents non-terrains de notre cimetière ont le pistage. Bien value, il se pose sans s'imposer, mais je le vois bien faire de la belle magie dans les bons jeux adaptés. Dernière carte chez les verts, et la damerie Corvegdal. C'est typiquement la bonne tête d'un commandant Elfball, mais malheureusement, ça manque encore de quelque chose. Pour autant, c'est une bonne carte. Un elfe 3/3 pour 3, il permet de regarder constamment le dessus de sa bibliothèque et de lancer les créatures depuis le dessus justement. Moteur de card advantage, il propose ici de l'engager, lui et 2 créatures, ainsi que de payer 1 mana pour révéler une carte de notre main ou du dessus de la bibliothèque et de la poser sur le champ de bataille. Ceci uniquement durant notre tour bien sûr. Bientôt, j'en suis sûr, on pourra jouer Elfball, et peut-être grâce à lui. Le bélier crânien est un second blindage crânien à envisager pour Affinity. En plus, celui-ci arrive équipé à son jeton germe, ce qui le rend beaucoup plus agressif que son homologue de Mirrodin. Les enseignements gorgés d'eau, c'est le genre de petite carte bleu-noir anodine qui se taillera une place dans les decks contrôle un brin lourd. Un terrain bicolore, c'est le bien. Et si en plus il peut aller chercher une carte opportune quand il arrive tard, c'est encore mieux. Le bon joueur contrôle aura certainement une solution en éphémère, ou avec le flash pour répondre à la situation. Genèse planaire, c'est une variante de la spirale de croissance, et si on peut voir des jeux jouer l'ancienne, pas de souci alors pour celle-ci. Éphémère bleu et vert, on va regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, et on peut y récupérer une carte. Si c'est un terrain, il va en jeu engagé, sinon, il va dans notre main. La grenouille psychique est un design d'Atog couplé à un effet de curiosité. Défausser une carte pour mettre un marqueur +1/+1 sur elle, retirer des cartes du cimetière pour avoir le vol. Piocher, si elle touche un joueur ou un planeswalker, une créature capable de recycler des cartes moins utiles en pression, ayant une capacité d'évasion au besoin et qui alimente la main. Ouais, un superbe atout pour Grixis par exemple. Côté IZ cette fois,
on repart avec un contre-sort à 3 mana qui porte bien son nom, l'inversion de polarité, qui peut voler le sort adverse au hasard d'un pile ou face plutôt que de le contrer. Pas de défaut si ce n'est le coup. Et encore, il y a tant à gagner qu'on pardonne aisément les 3 manas. Kudo, roi parmi les ours, est une simple 2-2 pour 2. Mais pas que lui, car toutes les autres créatures le deviennent aussi, même celles de l'adversaire. Un excellent moyen d'égaliser les champs de bataille un peu trop déséquilibrés, et d'essayer d'en abuser. Dans les couleurs blanc et vert, il verra du jeu épisodiquement. Elle a un peu changé, la chevalière du reliquaire, non? Le nécrophage du reliquaire lui rend hommage. 2-2 vigilance pour seulement 2 manas dans les couleurs vertes et noires. Elle gagne +1/+1 pour chaque créature dans notre cimetière. Parfait pour les pondeurs de jetons que sont Grist, Effonge-Pied et Squee. L'engager et sacrifier une autre créature permet de chercher un terrain dans notre bibliothèque et de le mettre en jeu engagé. Voici Flage. Titan de la furie du feu, il rejoint Uro, titan de la rage de la nature, et Kroxa, titan de la soif de mort. Même design, mais dans les couleurs rouge et blanc. Il arrive en jeu tel une hélice d'éclair, mais pour 3 manas, et va mourir directement. Puis, payant son échappée à 4 manas et en exilant 5 cartes de notre cimetière, il revient et reste pour de bon sur le champ de bataille, répandant des hélices d'éclair en bonne bête midrange qu'il est. Les couleurs ne sont pas aussi adaptées que ses compères pour remplir le cimetière, mais il s'agit du premier titan qui influe sur l'état du champ de bataille par son effet. L'incolore, les Eldrazi, c'est surtout pour des packs comme Azusa, capables de générer vite beaucoup de mana. On va commencer tout de suite avec la confluence Eldrazi, qui permet de choisir 3 modes, le même plusieurs fois même si nécessaire. Plus 3-1 sur une bête, exiler un permanent non-terrain, puis le renvoyer sur le champ de bataille engagé chez son propriétaire, ou créer un jeton 1-1 Eldrazi Sion avec la capacité de se sacrifier pour ajouter un mana incolore à notre réserve. Tout ça pour seulement 4 manas, dont certes 2 spécifiquement incolores, mais en éphémère. Le commandement, lui, coûte X et 2 incolores. Il va vous permettre de combiner 2 modes parmi les suivants. Un joueur ciblé met les X Eldrazi et Engeance qui peuvent se sacrifier chacun pour produire un mana incolore. Un joueur ciblé fait un regard de X et pioche une carte. Ou exiler une créature ciblée qui coûte X ou moins. Pas forcément aussi bien à mes yeux, mais pas si mal. Kozilek le retour, ou plutôt Kozilek la réalité brisée. En le lançant, on cible jusqu'à 2 joueurs qui manifestent au mieux 2 cartes de leur main. Et chaque manifestation rapporte une pioche. Un outil extrême pour se battre face à contrôle. Les autres créatures incolores gagnent au passage +3/+2. Rien que ça. Tout ça pour dire que la carte est excellente et qu'elle verra du jeu. La flûte du perturbateur a le flash, et en arrivant, elle va nous faire choisir un nom de carte. Les cartes du même nom coûtent 3 de plus à jouer, et leurs capacités activées sont bloquées, sauf les capacités de mana. Autant c'est extrêmement fort en main de départ face à des commandants qui arriveront après, autant face à un Yoshimaru, ou plus tard dans la partie, c'est plus complexe. Je vous conseille de la jouer pour vous faire un avis si vous jugez qu'elle est suffisamment forte dans votre deck, ou pas du tout. La lune hivernale, c'est aussi une carte qui a tant fait parler d'elle à sa révélation. Pour 2 manas, les joueurs ne peuvent plus dégager plus d'un terrain non base à leur étape de dégagement. Si monocolore en sort grand gagnant et qu'on met plus de pression sur les decks multicolores, pas sûr que les bicolores n'aient pas moyen de s'adapter pour également rentrer ce bout de carton. Maintenant les terrains, et on commence avec l'arche de l'innovation. Arrivé dégagé, si on contrôle une île, il produit du bleu. En payant un mana bleu et en engageant, il donne l'improvisation au prochain sort qu'on lance. Alors si l'effet semble ne valoir le coup que pour des cartes chères en mana, eh bien il a une utilisation des plus fortes. Payer la taxe de commandant. Une carte parfaite pour Sai par exemple. Envisageable d'antivite ? À voir. L'arène de gloire arrive dégagée si on contrôle une montagne cette fois. Pour un rouge et en l'engageant, et la surmenant, le terrain donne 2 manas rouges qui, s'ils sont dépensés pour lancer une créature, va lui donner la célérité. Un excellent terrain pour Kroxa par exemple. Les sylves changeantes sont assez grotesques. Dégagées à l'arrivée si on contrôle une forêt, elles produisent alors du vert. Et pour 4 manas, si on a le délire, elles deviennent une copie d'une carte de permanent de notre cimetière. Excellent pour copier une horreur telle qu'un Ulamog et mettre une grosse pression au point de vie adverse. C'est également parfait pour copier une pièce clé gérée par l'adversaire. La caverne d'Urza
elle vient s'ajouter à la famille des terrains d'Urza. Il produit de l'incolore, mais peut également se sacrifier en s'engageant avec 3 manas et aller chercher un terrain sans restriction qui arrive alors engagé. Une carte à très certainement inclure dans les stratégies comptant sur les coffres de la coterie ou sur le précipice glaciaire. Palais englouti est un terrain caverne qui arrive engagé. En s'engageant, il produit un bleu où on peut payer 2 manas et exiler 7 cartes de notre cimetière pour copier le prochain sort ou la prochaine capacité activée qui utilise ce sort, ce qui revient à dépenser 2 manas de plus pour avoir la copie. Un effet qui peut parfois vraiment briller, pourquoi pas dans contrôle ou combo justement. Je vous laisse méditer là-dessus et je passe à l'Horizon du Progrès, qui est un terrain qui fusionne le bassin réfléchissant et la canopée d'horizon. On paye donc 1 point de vie pour produire un type de mana qu'on pourrait produire avec un autre terrain, et si on a trop de terrain ou qu'on cherche une solution, on peut payer 1 mana et le sacrifier pour piocher. Une carte parfaite pour certains aggro ou midrange, surtout les monocolores ou bicolores qui veulent multiplier ce genre d'effet, mais surtout tous ceux qui lissaient déjà le bassin et qui voudraient pouvoir cumuler les deux ou faire un choix. Et enfin pour 3, et en l'engageant, il va vous permettre de poser depuis la main un terrain engagé. Une utilisation plus qu'anecdotique j'imagine. Et enfin, porte-serre de Madara, qui va revenir très facilement se faire une place dans les packs agressifs peu colorés. Il produit de l'incolore, ou filtre un mana vers la couleur de notre choix, mais l'effet est incroyable. C'est qu'en arrivant en jeu, il fait passer hors phase une créature. Et comme si ce n'était pas suffisant, il peut être posé en éphémère depuis la main, grâce à sa capacité activée qui coûte 4 mana. N'importe quel deck jouant seulement listeront automatiquement ce terrain dans leur deck. Une folie qui va être dévastatrice dans les parties au champ de bataille serré. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette très longue liste. Il n'a pas été possible de parler de tout dans un temps raisonnable, mais vous, qu'avez-vous vu pour vos decks? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, histoire de faire rêver d'autres joueurs. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau top, qui sera consacré cette fois-ci à la saga Assassin's Creed, un nouvel arc des univers infinis de Magic. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.